A continuación, tengo el honor de presentar a quien va a moderar el resto de este componente académico del seminario, el profesor Víctor Fernández Soriano. Víctor Fernández Soriano es investigador postdoctoral en Historia Contemporánea en la Universidad Libre de Bruselas. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid y en la Escuela Normale Superiore de Pisa e hizo su tesis doctoral en la ULB. También ha sido investigador en la Humboldt de Berlín, la Academia de Bélgica en Roma y la Universidad de Luxemburgo. Su línea de investigación principal se refiere a los movimientos internacionales por los derechos humanos y la integración europea, pero también ha escrito varios trabajos sobre Bélgica y España desde la Guerra Civil al final de la dictadura franquista. Querido Víctor, profesor, es un honor tenerle aquí y la embajada solo puede agradecerle todo el esfuerzo que ha realizado a lo largo de estos meses para la preparación de este seminario. Muchas gracias y por favor, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons ici la partie académique du séminaire d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec une séance en français. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis ravi de pouvoir représenter le Centre de recherche Monde moderne et contemporain de l'ULB, qui est le centre spécialisé en histoire et histoire de l'art de l'époque contemporaine. Mais je suis encore plus ravi de pouvoir donner la parole à une série de chercheurs et chercheuses qui vont partager avec nous leurs travaux portant sur l'histoire de cet accueil des enfants de la guerre d'Espagne en Belgique. Et pour commencer, je vous propose d'écouter très attentivement la présentation de Géraldine Berger. Madame Berger dirige aujourd'hui le service de relations internationales de l'Université de Mons. Or, en 1990, elle a été l'auteur d'un travail pionnier. C'était un travail qu'il a fait dans le cadre de ses études à la faculté de traduction-interprétation de l'Université de Mons, où elle est entamée de la recherche postérieure portant sur l'accueil en Belgique de ces enfants de la guerre d'Espagne. Et c'est de cela qu'elle va nous parler à continuation. Donc, bonjour Géraldine, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce qu'il est bien partagé? Oui, oui. Voilà. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je remercie Madame l'ambassadrice ainsi que tous les collègues qui m'ont en fait accueilli dans le cadre de ce séminaire. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous présenter à présent le travail de fin d'études que j'ai effectivement réalisé pendant l'année académique 1990-91 au sujet de la chronique en fait, de l'organisation de l'évacuation vers la Belgique des enfants espagnols de la guerre civile, sous la direction en fait, à l'époque du professeur Jiménez, qui n'est malheureusement plus de ce monde aujourd'hui, mais avec l'aide très précieuse de collègues de l'ULB que je remercie encore à nouveau, et notamment du professeur Gotovic. Et donc, voilà, donc je vais passer à la présentation proprement dite. Alors, pourquoi ce thème dans le cadre d'un travail de fin d'études en traduction-interprétation? Tout simplement, déjà parce que la possibilité était offerte de faire un travail de recherche sur un thème original, parce que j'avais une autre étudiante, une copine qui avait fait ce mémoire, mais précisément sur l'évacuation des enfants espagnols vers l'URSS. Et donc, ça m'a donné l'envie de voir un peu ce qui s'est passé en Belgique. Elle m'avait dit « Ouh là, tu vas rien trouver, c'est difficile ». Effectivement, voilà, ça n'a pas été facile, je vais l'expliquer par après pourquoi. Mais je me suis lancée dans l'aventure, aussi par passion personnelle pour l'histoire contemporaine et la guerre civile d'Espagne. Alors, à titre personnel, un petit clin d'œil à ma famille qui a accueilli en 1939 une niña qui s'appelait Rosa, qui n'est, je pense, plus de ce monde non plus à l'heure qu'il est. Mais voilà, donc on a vécu ça dans la famille. Et surtout,
surtout, alimenter la mémoire collective avec cette page d'histoire méconnue de la guerre civile d'Espagne et souligner combien la solidarité entre le peuple espagnol en fuite et le peuple belge a été très importante. Et je pense que le collègue de l'université de Ghent qui vient de parler l'a très bien souligné aussi. Alors, comment m'y suis-je prise? Eh bien, voilà, une méthodologie en 3 étapes. Premièrement, rechercher des informations, des ouvrages, des livres que j'ai lus sur la guerre civile et plus particulièrement sur le volet d'évacuation des civils, des documents, des articles recherchés un peu partout, dans bibliothèques, dans des centres culturels, des centres de recherche. C'est là que j'ai fait la rencontre de José Gotovic, qui était à l'époque directeur du Centre de recherche et d'études historiques de la Deuxième Guerre mondiale et qui m'a donné un accès en fait inédit au papier de Germaine Advar qu'il venait de recevoir il n'y avait pas très longtemps et il n'avait malheureusement pas de chercheurs pour défricher. Donc il m'a permis de quelque part d'avancer considérablement dans mon travail. Alors, des rencontres aussi avec des historiens, bien sûr, mais aussi des niños, de nombreux niños, dont Emilia Lauajos, qui m'a beaucoup soutenue, aidée dans le cadre de mon travail. Alors, voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'était bien sûr lire, défricher toutes ces informations et surtout poser très rapidement 3 constats. Premièrement, une rareté des documents officiels assez importante. Deuxièmement, contradiction aussi avec les sources consultées. Et aussi que finalement, les seules sources fiables, à part quelques ouvrages déjà écrits à l'époque, les papiers de Germaine Anvar constituaient pour moi une preuve tangible de l'organisation de l'évacuation et de l'accueil des enfants ici en Belgique. Et enfin, troisième étape, formuler des hypothèses, parce qu'à l'époque, en raison de la rareté et de la fiabilité des documents, et surtout aussi dans le format d'un travail de fin d'études, il m'était difficile de faire autre chose que de formuler des hypothèses. Alors, mon mémoire a commencé par une grande introduction historique, parce que c'est indispensable pour bien comprendre ce phénomène d'évacuation. Alors, au niveau national en Espagne, depuis la grave crise qu'a connue le pays au début du XXe siècle jusqu'en 1941 et même au-delà. Le niveau international aussi, j'ai passé beaucoup de temps à le défricher, tant en Europe qu'en Belgique, bien sûr, avec le comité de Londres et la décision de non-intervention dans le conflit espagnol. La progression du fascisme en Europe, en Belgique, le rôle actif de l'Italie et de l'Allemagne, qui a été quand même assez important. Enfin bref, un contexte historique assez important. Ensuite, dans mon chapitre 1, j'essaie de décrire ce que j'ai pu trouver comme information sur le départ des enfants et des instances organisatrices qui ont permis ce départ. Et alors, bon, ça commence par une explication sur les différentes vagues de départ. Bon, voilà, je pense que mon collègue de Gand a très bien détaillé ces vagues. Donc, moi, j'avais remarqué qu'il y a eu 2 grosses séries de vagues. La première, c'était du Pays Basque, effectivement, vers mars-octobre 1937, avec des exodes externes, directement, donc du Pays Basque vers l'étranger, mais aussi internes, un peu plus tard, vers la Catalogne. Donc, la population fouillait, en fait, leur domicile en raison de l'offensive victorieuse des troupes franquistes. Excusez-moi. Et alors, aussi en Catalogne, qui était en général le point d'arrivée des exodes internes, avec la constitution de colonies, et depuis ces colonies ensuite, évacuation vers l'étranger lors de la victoire finale de Franco, donc en janvier 1939. Alors, je consacre aussi une partie importante sur des explications sur le transit par la France, les conditions difficiles d'accueil des camps français, et aussi ce qui a été mis en place depuis l'étranger pour essayer de faire évacuer des enfants espagnols accueillis dans ces camps français vers la Belgique notamment, mais je sais que ça a été le cas aussi vers d'autres pays. Alors, le chapitre 2 est consacré à l'arrivée des niños en Belgique.
l'accueil réservé dans un contexte politique belge déplorable, très difficile évidemment, qui ne pouvait pas soutenir, en tout cas, l'accueil d'enfants officiellement en Belgique, mais qui officieusement a tout mis en place pour aider les organisations qui s'en sont chargées. Et donc, principalement, ce sont des associations et des organisations que je vais appeler privées, mais qui en fait sont non gouvernementales, qui se sont chargées vraiment de l'organisation de l'accueil concret des niños dans notre pays. Les organisations d'accueil, bon, j'en avais relevé 3 principales. La première, c'est le Comité national d'hébergement des enfants espagnols, qui était décliné en 28 sections régionales des partis de gauche, disséminées partout dans le pays. Le clergé belge, donc là, c'est le Comité national de secours aux enfants d'Espagne, mis en place par le cardinal Van Rooij, et aussi le rôle de Monseigneur Janssen, qui, comme l'a expliqué mon collègue de Gand, a tenté d'organiser le tout premier rapatriement, voilà, dans les conditions qui ont très bien été décrites par M. Van Caster. Et enfin, l'Office international de l'enfance, l'OIE, et la Croix-Rouge internationale, mais aussi la section belge, qui, là, ont vraiment fait un travail de gestion centralisée de cet accueil, mise en place de procédures, au niveau aussi d'essayer de donner une identité de ces enfants sur le territoire, le suivi de la santé, suivi en famille d'accueil, et quand ce n'était pas possible, dans les colonies qui avaient été mises en place ici en Belgique. Les dates générales d'arrivée des niños, bon là je ne vais pas me redire, mais juste pointer 3 grandes phases. Entre début et septembre 1937, principalement des enfants basques, comme l'a expliqué M. Van Caster, à la suite de la prise du Pays basque progressivement par les troupes de Franco. En 1938, moi, j'avais noté une nette diminution des arrivages d'enfants espagnols en Belgique, mais par contre, relevé qu'il y avait énormément de vagues d'évacuation interne en Espagne, c'est-à-dire voilà, les civils fouillaient le Pays basque, bien sûr, mais aussi d'autres régions d'Espagne, Madrid, partout où Franco, finalement, avait remporté la victoire, tous les civils qui, de près ou de loin, avaient collaboré avec la République d'Espagne, ont fui ces régions et se sont retranchés vers la Catalogne et le pays de Valence aussi, qui, jusqu'à la fin de la guerre, étaient les derniers bastions républicains. Et alors, à partir de février 1939, donc, voilà, avec la victoire des franquistes en Catalogne, la reprise des arrivages d'enfants en Belgique a commencé. Alors, le premier arrivage que j'ai retrouvé, modestement, bien sûr, date de décembre 1936, dans des documents où Isabelle Blum faisait état donc, de l'évacuation de 230 enfants accueillis en Belgique. Alors comment? Via le Comité national d'hébergement des enfants d'Espagne, qui était principalement composé de partis de syndicats de gauche, le POB, le Parti socialiste, bien sûr, le Parti communiste aussi. Alors en général, ça se passait toujours plus ou moins de la même façon. Les enfants arrivaient dans une ville en Belgique, je pense à Moucron, à Liège, mais aussi à Gand, dans différentes grandes villes de Belgique, où là, un médecin passait en revue les enfants et bien souvent, une décision de quarantaine s'imposait. Cette quarantaine pour permettre aux enfants de guérir de multiples maladies. Ils étaient en état de santé assez précaire. Et en tout cas, le centre aéré de Haus-Dunkerque en a accueilli énormément pour leur permettre de passer une quarantaine et de retrouver une santé. Et ensuite, une fois guéris, les enfants étaient redispatchés dans les centres régionaux, trouver place dans une famille d'accueil. Mais comme l'expliquait M. Van Caster, j'avais relevé aussi que c'était surtout des familles très populaires avec des moyens limités, donc ils savaient rarement accueillir plus d'un enfant. Et donc, cette frustration des frères et des sœurs qui devaient quelquefois se séparer, ça je l'avais bien relevé aussi, ainsi que pour beaucoup d'enfants, ils n'ont pas eu beaucoup d'autres choix que d'aller dans des colonies. Mais je pense que majoritairement, la famille d'accueil était quand même l'option préconisée.
Donc voilà, je cite ici une série de dates entre 1937 et 1939 de l'accueil de ces enfants via le Comité national d'hébergement des enfants espagnols, donc la filière de rouge, comme j'appelle ça. Mais alors, il y a eu aussi, effectivement, via le Comité catholique de secours aux enfants d'Espagne, toute une série d'enfants accueillis. Hein. Donc, j'avais relevé à l'époque qu'au moment de la chute de Bilbao en 1937, 400 enfants basques avaient été accueillis au sanatorium de Malines avant d'être ensuite redispatchés en famille ou dans des homes. Alors, beaucoup de temps, si vous pouviez d'accord, nous introduire vos remarques de conclusion, s'il vous plaît. bien sûr. Donc, je vais très vite alors passer, voilà, juste vous dire que quelques personnalités qui se sont illustrées, voilà, mais aussi les problèmes rencontrés par les enfants, ces problèmes linguistiques, interculturels, mal du pays, des mauvais traitements aussi à déplorer, mais chaque fois, les organisations de référence veillaient au grain. Donc, je pense à l'OIE et à la Croix-Rouge. Quelques témoignages de niños. Le retour des enfants espagnols, mais voilà, ce que je voudrais dire, c'est que en Espagne, en mars 1939, la dictature franquiste s'installait avec son lot d'exécutions massives, etc. Donc c'est un contexte difficile pour rapatrier des enfants. En Belgique, les autorités nationales, effectivement, n'ont pas voulu vraiment prendre les choses en charge et ont confié les choses aux organisations de retour. Les organisations de retour en Belgique, il y en a eu deux. Enfin une principale plutôt, la commission neutre de rapatriement, composée de la Croix-Rouge de l'OIE et du consulat d'Espagne, qui a organisé pour toutes les filières, qu'elles soient rouges ou catholiques, mis en place en tout cas des procédures avec vérification si les familles espagnoles existaient toujours autant que possible. Et en Espagne, l'organisation responsable de l'accueil était la Delegación Extraordinaria de la Comisión de Justicia, qui était chargée de prendre en charge à la frontière espagnole les enfants qui arrivaient, avec l'aide de la Croix-Rouge, de l'OIE et du Comité catholique de secours pour les enfants d'Espagne. Voilà, les dates générales de retour, moi j'avais noté que c'était entre fin 37 et 1941. Je pense que ça corrobore un peu les chiffres avancés par mon collègue M. Van Caster. Et donc, voilà, l'accueil réservé aux enfants en Espagne, évidemment, qui tombait sous le coup du décret de responsabilité, tout comme les combattants de l'armée républicaine. S'ils n'avaient plus de famille vivante en Espagne, ils étaient placés bien souvent dans des orphelinats qui avaient plutôt des allures de camps disciplinaires. En conclusion, voilà, j'y arrive. Très rapidement, vous dire que ce mémoire m'a permis d'explorer un volet pratiquement méconnu de la guerre civile espagnole au moment de la rédaction de ce TFE. La satisfaction personnelle, bien sûr, d'avoir un peu contribué à l'alimentation du travail de mémoire des victimes et des niños, les difficultés rencontrées avec les chiffres contradictoires, peu d'archives disponibles, etc. À savoir qu'en 1990, il était encore difficile de disposer de statistiques fiables et donc de formuler des hypothèses. L'estimation à l'époque des niños accueillis en Belgique, pour moi, était entre 4 000 et 6 000. J'avance 5 500 dans ma conclusion. Le recensement impossible parce que les niños n'étaient pas inscrits au registre national de la population belge. Parce que cette démarche était contraire à la position officielle du gouvernement belge de non-intervention. Et donc, finalement, aussi l'adoption de certains enfants après le conflit. Voilà, un contexte sociopolitique et économique qu'il faut bien maîtriser, bien comprendre pour aborder ce sujet. Et alors, 30 ans plus tard, je constate que la recherche a bien avancé dans la matière et je suis très contente en tout cas de pouvoir aujourd'hui vous présenter ce que j'avais modestement mis en place en 1990 et souligner que la Belgique continue à être une terre d'accueil pour les personnes réfugiées fuyant les conflits internationaux et que d'ailleurs, dans le cadre de mon métier, donc je suis responsable du service des relations internationales et j'héberge un programme d'accueil des étudiants réfugiés depuis maintenant, je pense que ça doit faire 5 ans. Que nous avons mis en place ce programme. C'est un peu une continuation pour moi de travailler à cet effort de solidarité de notre pays.
Je vous remercie beaucoup de Merci votre beaucoup, attention. Madame Berger, pour cette présentation tellement riche. Ensuite, je vais donner la parole à Monsieur Sven Toytens, qui est le correspondant de la radio-télévision flamande publique, la EVRT, en Espagne. Donc, Monsieur Toytens est le réalisateur du documentaire qui est devenu ensuite en livre Les Mamans belges. Le film est sorti en 2016 et le livre en 2018. Mais il est aussi un grand connaisseur de fonds d'archives de l'ANSAP, un centre de documentation indispensable pour l'étude de l'histoire de la solidarité belge avec la guerre d'Espagne. Donc, Sven, je vous donne la parole. Voilà, je voulais d'abord remercier, féliciter l'ambassade espagnole à Bruxelles et l'ULB pour cette très belle initiative. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un centre de recherche, un fonds d'archives qui s'appelle l'AMSAP, l'Institut d'histoire sociale. C'est un institut à Gand qui sauvegarde et qui diffuse l'histoire sociale belge. C'est un centre qui existe depuis 1980 et qui détient des objets et des documents très, très intéressants. Et on se rend compte par rapport aux enfants de la guerre que c'était surtout aussi une guerre de propagande. Il y a énormément d'affiches, par exemple, un fond d'affiches de l'artiste pas très bien connu, mais incroyable, c'est William Powell. Et on voit qu'on utilise les femmes et les enfants comme symbole contre le fascisme et pour vraiment réveiller les esprits en Belgique. Ici, on ne peut pas être plus clair. Qu'avez-vous fait pour les enfants espagnols? On utilise les enfants réfugiés et on veut vraiment créer cette conscience et cette envie d'être solidaire. Il ne faut pas oublier que la guerre civile espagnole, c'est une première guerre moderne. On utilise l'aviation, des bombardements de la population civile. Et donc la photographie, l'image va être très, très important. Un peu, la photographie va être pour la guerre espagnole ce qu'était la télévision pendant la guerre du Vietnam. Alors on utilise aussi dans l'archive de l'AMSEP, on retrouve des objets comme des timbres qu'on pouvait acheter pour aider l'Espagne républicaine. Et puis, ce qui est le plus intéressant, ce sont des dessins d'enfants. Il y a une très belle collection de dessins d'enfants. En fait, c'est des dessins qui ont été faits par des réfugiés enfants, des enfants déplacés à l'intérieur de l'Espagne, des enfants de Madrid qui ont été d'abord déplacés vers Valence et puis qui ont fini dans des colonies scolaires à Barcelone. Alors, l'AMSAP a gardé ces images-là, ces dessins-là, et on sait que c'est la première fois dans l'histoire qu'on utilise des dessins comme thérapie pour des enfants qui ont subi des traumatismes de guerre. Ces images-là ont été recueillies dans plusieurs écoles à Barcelone. Et ici, on a par exemple une carte postale qui a été utilisée aussi pour la propagande en Belgique. C'est un groupe d'enfants réfugiés dans le stade de Barcelone. Et à l'AMSAP, on retrouve même des cartes postales qui ont été écrites par des petits-enfants espagnols qui vont remercier des infirmières belges qui les ont aidés pendant leur passage à Barcelone. Les sujets sont très intéressants parce que les enfants vont vers l'essentiel, donc, et à travers les dessins, on peut vraiment comprendre quelles étaient les grandes préoccupations des enfants. Et la plus grande préoccupation, c'était les bombardements aériens pendant la guerre civile. Ici, on a une cour d'école où on voit la maîtresse et puis les enfants qui courent parce que il y a eu l'alarme qui sonne à l'école. Ce qui est très intéressant dans cette série d'images, de dessins, c'est qu'à chaque fois, on retrouve la date, le nom. Ici, c'est Catalina, une fille de 10 ans. Donc, en soi, c'est déjà des documents historiques. Là aussi, c'est une autre fille de 11 ans
qui montrent les bombardements et on voit très bien, c'est un sujet qui fait partie de leur quotidien. Elle montre aussi une station de métro. Pourquoi la station de métro? Parce que le métro, c'est la sécurité. Le métro, c'est aussi le refuge, le centre, l'endroit où on va se cacher pendant les bombardements. Donc, des petits détails, des enfants à la fenêtre et puis les avions qui lancent les bombes. Ici, un autre fille de 11 ans, la même chose, les bombardements. Et puis ça continue et certains enfants vont vraiment dans les détails. Ici, c'est les avions républicains parce que cet enfant a dessiné un pilote adversaire, probablement un pilote allemand de l'aviation Condor parce qu'il y a une croix gammée sur son parachute. Donc beaucoup de scènes de bombardement, c'est un thème qui revient à chaque fois. Les avions, c'est quelque chose de très, très nouveau, ces bombardements de la population civile. Et ici, il y a un enfant qui va encore même plus loin. On montre ici des réfugiés ou des gens qui sont le quai, qui vont prendre un bateau. Et même les bateaux sont bombardés par l'aviation. Donc, c'est vraiment la guerre totale. Ici, on voit une maison bombardée, les effets d'un bombardement. Un enfant de 11 ans ici. Ici encore, on voit bien la formation des avions et de nouveau la sécurité, le refuge qui est là et l'enfant qui est vraiment entre la sécurité et puis les maisons qui sont bombardées. Et donc le sujet retourne à chaque fois. Ici, le détail d'une bombe qui a détruit une route. Donc ça, ici, il y a un autre sujet, c'est les champs de bataille avec les chars. Et puis, le deuxième grand sujet, c'est le manque de vivres et les attentes devant les magasins. Ici, on a le colmado, c'est le magasin. Et puis, on voit les femmes qui font la file pour recevoir des vivres. La même scène ici, les femmes et les enfants qui font la file et qui attendent pour recevoir des vivres. Donc, regarde, le manque de nourriture. Ici, c'est des magasins, encore une fois, qui sont dessinés par un enfant. Des enfants qui vont chercher du pain. Donc, ça, c'est les deux grands sujets, bombardement et donc manque de nourriture. Une autre partie du fond de l'AMSAP, ce sont les photos. Donc, ils ont une collection de photographies de très, très, très bonne qualité. On a même oublié les noms des photographes. C'est pour ça que j'ai mis Louis van Kouwenberg qui a fait ces photos de l'arrivée des enfants en Belgique. Ici, on les voit avec leurs petits papiers d'identification. On voit le regard très, très sérieux. Encore une autre très, très belle photo. Et probablement, à un certain moment, le photographe demande de faire le salut. Et là, les visages changent complètement. Ils font le salut de gauche avec le poing soulevé. Encore d'autres images, donc aussi des documents. Ici, on voit une des fiches. On voit le nom d'une petite fille de 7 ans, Ramirez, qui est arrivée et qui vient de la colonie de Montauban. Et là, sur cette fiche-là, il y a la famille d'accueil, ici la famille de Bruyne d'Anvers qui va venir la chercher. Il y a une quantité de fiches dans les archives d'AMSAP qui sont très, très intéressantes. D'autres photos, ça c'est la visite médicale avant d'être remis aux familles en Belgique. Et puis, on fait aussi, on utilise des photos des enfants qui sont dans le Home Emile van der Velde à Dunkerque. On va faire des photos de ces enfants-là ensemble avec des politiciens belges et on va en faire des cartes postales qui seront vendues pour l'effort de la guerre pour aider la République espagnole. Encore une carte postale qui a été produite, toute une collection comme ça. Ici, il y a une autre image. Ça, c'est l'accueil à Gand où les enfants vont attendre d'être recueillis par leur famille. Et puis là, c'est de nouveau les images qui vont être utilisées par la propagande pour montrer comment les enfants sont bien soignés, bien habillés. Puis les enfants vont participer aussi dans les défilés du 1er mai. Ici, c'est le défilé du 1er mai 1938 à Gand.
Et dans les cortèges, il y a toujours les enfants réfugiés espagnols qui vont défiler et qui vont aider à remonter la conscience en Belgique. Aussi, la qualité des images, elle est très, très bonne. Toutes ces images-là sont accessibles chez AMSAP et j'invite tout le monde à les voir parce que vraiment, il y a énormément de matériel. Ça, c'est les familles d'accueil qui se font photographier avec leurs enfants. Une autre image, aussi des images qui vont être utilisées. Ici, c'est à Louvain. Ça, c'est à la fin. On a ici, on est en 1939. C'est une photo qui va se faire avant le moment que les enfants vont être renvoyés chez eux. Et puis là, en bref, je vous montre donc la page de l'AMSAP. Donc, il suffit de taper amsap.be. Et puis, on peut choisir la langue. Malheureusement, on ne peut pas faire des recherches en espagnol. On peut les faire en néerlandais, français et anglais. Et puis, avec une simple recherche, par exemple, guerre civile ou décès d'enfants, guerre civile. Et puis, toutes les images vont sortir sur la page web. Donc, c'est ça aussi. Je voulais aussi montrer cette importance des archives de retrouver ces images-là. Et je trouve que c'est important de donner cette attention aux archives en Belgique et en Espagne qui font un énorme effort de recueillir toutes ces informations-là et les diffuser, tout ça. Voilà, je crois qu'il faut récupérer un peu de temps, donc je vais clôturer ici. Et je remercie encore une fois de m'avoir laissé cette possibilité de présenter l'archive de l'AMSAP à Gand. Merci Monsieur Teutens, c'est nous qui vous remercions et je suis frappé par les talents de certains de ces enfants. Ensuite, nous avons Maite Molina Marmol. Maite est une historienne anthropologue basée à Liège. Et elle a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'immigration espagnole dans la région liégeoise, avec une attention à la mémoire collective et aux lieux de socialisation de la communauté espagnole, les clubs Garcia Lorca, par exemple. Mais elle a aussi travaillé dans des projets d'histoire publique autour des enfants de la guerre d'Espagne, des niños de la guerra. Et elle va nous présenter aujourd'hui un petit aperçu du sort de ces enfants après leur séjour en tant qu'enfants accueillis, en tant qu'enfants évacués de la guerre d'Espagne ici en Belgique. Maïté, nous t'écoutons avec beaucoup de plaisir. Oui, bonjour à tous. Voilà, j'espère qu'on m'entend bien. Je vous remercie de cette invitation. J'aurais aimé être parmi vous, mais des obligations professionnelles m'en empêchent et donc je fais usage des bienfaits de la technologie. Voilà, donc aujourd'hui, moi, j'aurais voulu vous parler de ces niños de la guerra qui ont été exilés et sont revenus comme immigrés. C'est le titre de ma présentation. Donc, les niños de la guerra exilés puis immigrés pour interroger en fait les limites de ces deux catégories de l'exil et de la migration et considérer parallèlement aussi leurs effets. Donc, je partirai du constat qu'en fait, ces catégories d'exil et de migration, elles sont mises à mal dans le cas des Espagnols quand on prend en considération ce qui se passe sur le terrain, les témoignages des acteurs et l'usage par ces acteurs eux-mêmes de ces deux catégories. Je voudrais juste brièvement rappeler quelques spécificités de l'accueil des niños de la guerra en Belgique, mais aussi de l'immigration, ce qui a sans doute déjà été mentionné aujourd'hui ici. C'est que d'abord, les niños ont été accueillis en Belgique dans le cadre d'une société basée sur des piliers socialistes, catholiques notamment, qui ont déterminé les modalités de l'accueil qui ont été différentes. Et c'est notamment dans ce cadre-là, oui, que ces niños, certains d'entre eux, ont été accueillis dans des familles, ce qui est une spécificité de la Belgique par rapport aux autres pays d'accueil des niños de la guerra. Parallèlement, en ce qui concerne l'immigration,
la Belgique est le premier pays à signer un traité bilatéral avec l'Espagne franquiste en 1957. Et je voulais juste rappeler que ça s'inscrit dans un cadre qui intéresse les deux pays. Donc, pour l'Espagne franquiste, il s'agit de normaliser son image et de nouer des relations avec les démocraties européennes. Et pour la Belgique, c'est la possibilité de pallier en fait à l'absence de main-d'œuvre en provenance d'Italie suite à la catastrophe du bois du casier de 1956, dans laquelle perdent la vie des centaines. Désolée, ce sont les aléas quand on donne la conférence à partir de l'école où j'enseigne. Voilà, désolée pour la sonnerie. Donc, il y a eu la mort de centaines de mineurs italiens. Et donc, ce traité bilatéral entre l'Espagne et la Belgique prévoit l'arrivée de mineurs espagnols, d'Espagnols qui vont être destinés à travailler dans les mines et qui s'engagent à le faire pour une durée minimale de 5 ans. Cet accord prévoit également, même si c'est un peu moins connu, la possibilité pour des personnes, pour des Espagnols de s'engager comme domestiques en Belgique. Bien sûr, par rapport à cette immigration officielle, il y a une immigration que l'on dit irrégulière qui aura bien plus d'ampleur, qui s'amorcera parallèlement. Donc, en termes de chiffres, la Belgique est le deuxième pays d'accueil des niños de la guerra, loin derrière la France. 5 000 d'entre eux sont accueillis dans notre pays. Mais ce qui fait sa spécificité aussi, c'est que ce sont les niños de la guerra qui vont être la principale figure de l'exil consécutif à la guerre d'Espagne en Belgique, puisqu'il y a moins de 800 personnes adultes qui arrivent entre 1935 et 1939 en Belgique à partir d'Espagne. Et en ce qui concerne l'immigration que l'on dit économique, la Belgique est le 4e pays d'accueil de cette immigration, après la France, l'Allemagne et la Suisse, et à l'apogée de la présence espagnole en Belgique en 1970, les 68 000 Espagnols du pays ne constituent que le 3e groupe étranger. Et donc, c'est une immigration qui n'a jamais été majoritaire à la différence de nos voisins français. Et donc, j'en arrive à ces deux notions d'exil et d'immigration et aux connotations qu'elles portent. Et donc, l'exil est d'emblée conçu comme politique, comme la résultance de persécutions et qui est donc liée à des motifs idéologiques, alors que l'immigration économique est conçue en lien avec une recherche d'un mieux-être, de moyens de subsistance et donc relève du travail. Mais dans le cas espagnol, pour peu qu'on ait travaillé un tout petit peu avec l'immigration espagnole, on se rend compte assez rapidement que ces catégories sont mises à mal, puisque nombre d'immigrés qui sont arrivés pour chercher du travail en Belgique ont d'emblée évoqué que s'ils ont quitté leur pays, c'était parce qu'ils ne trouvaient pas de travail en raison du fait que leur famille était considérée comme rouge, comme militante. Et donc, d'emblée, ces catégories se brouillent. En fait, ces classifications se brouillent. Parallèlement, il y a aussi l'usage que font les acteurs eux-mêmes de ces catégories quand on prend en compte quand on travaille sur le terrain avec eux. Et donc, on constate en travaillant sur les archives que dès 1945, il y a des réfugiés qui arrivent en Belgique où ils recherchent un meilleur accueil que celui que leur avait réservé la France à l'époque et qui descendent travailler dans les mines en Belgique et qui donc automatiquement vont avoir un statut de travailleurs et pas nécessairement de réfugiés. Et un peu plus tard, au début des années 50, j'avais trouvé trace dans les archives d'une lettre en fait de l'ambassadeur d'Espagne en Belgique de l'époque qui parlait de neorefugiados. Et donc derrière cette nouvelle catégorie, on pourrait dire, il mentionnait aux autorités espagnoles le fait qu'il avait constaté que des immigrés arrivaient en Belgique à l'époque, donc au début des années 50, et sollicitaient le statut de réfugiés
puisque le traité bilatéral n'était pas encore signé, parce que ce statut leur permettait en fait de bénéficier d'une certaine aide. Et il mentionne l'aide que pourvoyait alors l'entraide socialiste aux réfugiés, qui leur permettait de bénéficier d'un logement et d'une assistance pendant 1 mois au moment de leur arrivée. Ce qu'il ne faut pas oublier de mentionner, c'est que les exilés politiques, donc les personnes qui avaient quitté l'Espagne pour des raisons de persécution, si elles sollicitaient le statut de réfugiés, ça les empêchait de retourner en Espagne, qui était toujours sous le régime franquiste. Et donc, éventuellement, ça les empêchait de pouvoir visiter leur famille, mais aussi de pouvoir apporter une aide à des partis qui se réorganisaient dans la clandestinité. Même si là, je parle plutôt des années, à partir du milieu des années 60. Et donc, la prise en considération de cet usage par les acteurs de ces catégories et la prise en considération des témoignages en fait, des acteurs met à mal cette opposition binaire entre exil et immigration. Et donc, cette mise à mal, on la retrouve dans le cas particulier qui est celui qui nous intéresse ici, de ces niños qui ont été accueillis en Belgique comme enfants de la guerre, qui ont été rapatriés en Espagne et puis qui sont revenus comme immigrés. Alors, Anne Morelli, dans un article récent, a analysé la trajectoire, a illustré ce phénomène par la présentation de la trajectoire de certains d'entre eux, en se basant sur l'exploitation des archives de la police des étrangers. Moi, ici, je m'intéresserai rapidement au travail que j'ai effectué à travers ma thèse, qui effectivement portait sur la mémoire et l'héritage dans une perspective comparée de l'exil et de l'immigration espagnole en Belgique. Alors, je laisserai ici de côté tout ce qui est analyse de pratiques et de revendications identitaires explicites, comme le fait de demander ou d'avoir la nationalité espagnole, comme l'usage de la langue, comme les voyages en Espagne ou les pratiques culinaires, pour m'intéresser d'abord aux thématiques mémorielles en tant que telles. Et donc, au moment où j'ai réalisé ma thèse, ces questions étaient d'actualité et donc me permettaient d'envisager dans les entretiens que j'avais réalisés si les acteurs eux-mêmes s'emparaient de cette thématique ou pas. En l'occurrence, il était apparu que c'était une thématique qui était complètement absente chez les immigrés que j'avais rencontrés, plutôt exceptionnelle chez les niños de manière spontanée, mais que quand je posais la question, il y avait souvent un renvoi à toute une série de faits, comme l'existence de l'Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, les initiatives du juge Garzón, ou alors aussi des procédures personnelles qui avaient été entamées pour, par exemple, récupérer la nationalité espagnole. Dans ce cadre, les niños, ces niños qui étaient exilés puis immigrés, donc revenus comme immigrés, dans leur positionnement se rapprochaient bien plus des autres niños que des immigrés. C'est-à-dire qu'ils développaient quand même un discours sur cette ley dite de la Memoria Histórica de 2007 et sur toute l'actualité autour de cette question alors en Espagne. Et donc, ce qui m'intéresse ici, très brièvement, c'est donc à côté de cette référence à la thématique mémorielle, c'est au positionnement en fait qu'ont pris ces personnes que j'ai rencontrées et qui se sont en fait, malgré il faut prendre en considération le fait que moi, je les rencontrais en tant que niños et que donc là, il y a quand même un phénomène d'assignation identitaire de la part du chercheur sur les personnes qu'il rencontre. Mais très concrètement, c'est presque par hasard au cours de l'entretien que j'ai appris que ces personnes étaient retournées en Espagne et puis revenues comme immigrés. Et donc, ce choix de tous les enquêtés que j'ai rencontrés qui étaient dans ce cas exilés puis immigrés et qui ont choisi de se désigner comme exilés m'ont conduit à corroborer en fait l'existence d'un espace du disciple, c'est-à-dire un espace à partir duquel la prise de parole apparaît comme légitime et où elle est aussi plus assurée.
Et donc, cet espace visible, il est en partie déterminé par le fait que autour de l'histoire des Niños de la Guerra, il y a quand même une historiographie qui est bien constituée aujourd'hui et déjà à l'époque où j'entamais ma thèse. Et il y avait aussi toute une série d'initiatives qui étaient développées en termes de recueil de témoignages, de documentaires, d'expositions qui étaient organisées et qui font que donc cette prise de parole, elle trouve un endroit où s'ancrer. Et donc, je terminerai par ceci. 2 secondes, est-ce que je peux te demander quelques remarques pour conclure, s'il te plaît? Oui, c'est ce que j'allais faire maintenant. Donc, je conclue en 1 minute, pardon. Donc, c'est bien dans ce contexte belge où l'image, où la figure des Espagnols en Belgique est dominée par les mineurs et les militants en termes de recherche, de recueil de témoignages, de projets cinématographiques et documentaires, mais aussi en termes de patrimoine au niveau des hommages et des monuments que s'inscrivent les Niños. Et donc, pour conclure, si ces catégories de Niños et d'exilés, d'immigrés, elles sont poreuses au niveau classificatoire, au niveau des démarches, elles ont bien des effets en termes mémoriels et qui donc permet aux Niños de rattacher leur témoignage à une histoire et même à une mémoire collective qui est celle d'un groupe qui a une identité aujourd'hui assez constituée. Voilà. J'avais peut-être aussi une question pour Maïté. Donc, en fait, j'ai bien apprécié ce terme de néo-réfugié. Il faut aussi savoir qu'à cette époque, dans les années 50, la loi internationale, le droit international sur les réfugiés venait d'être dessiné, pour ainsi dire. Est-ce que la Belgique avait un statut de réfugié accordé à ses enfants réexilés d'Espagne? Je pense que non, mais je n'en suis pas sûre et je ne suis pas spécialiste, en tout cas, de ces questions au niveau de catégorie officielle. Mais ici, le terme de néo-refugiados est vraiment utilisé, je pense, me souvenir de manière même un peu péjorative par cet ambassadeur d'Espagne en Belgique qui dénonce en fait le fait que ces immigrés usurpent d'une certaine manière une identité et une aide. Et donc, là, je pense que c'était vraiment dans le cadre d'une information qui était remontée aux autorités pour dénoncer, pour informer de ces pratiques et qui ne se rattache pas vraiment à ça ne se rattache pas à des catégories belges, de politique belge. Et là, j'avoue que je ne suis pas capable de répondre à cette question précisément. Pardon. Maïté, nous avons une question de la part de Jesus Jiménez qui demande s'il existe des archives de Niños de la Guerra à Bruxelles comme celles qui existent à Gand. J'ai déjà des éléments de réponse. Oui, en fait, il y a le fonds d'archives de, par exemple, l'Institut Émile van der Velde, ainsi que le fonds d'archives du CARCOB, les archives de la mouvance communiste en Belgique, et ainsi que les archives du Centre d'études guerre et société contemporaine, le CG-SOMA, qui ont aussi des fonds d'archives. Sven Teutens, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Par rapport aux archives, oui, je crois qu'il est très important la gestion des archives et pour les chercheurs. Et pour ça, j'aimerais bien faire une comparaison avec l'Espagne. Je suis en contact avec beaucoup de chercheurs espagnols qui parfois se plaignent qu'il y a toujours des fonds d'archives qui sont fermés en Espagne. Par exemple, il y a des archives militaires qui sont très, très importants où il y a une partie des archives qui reste fermée. Et l'accessibilité des archives est quelque chose de très, très important. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple de l'AMSAP, qui est un archive où tout est digitalisé, où l'accès est très, très, très facile et où, en fait, ce sont des archives qui mettent vraiment l'accent sur, pas seulement sur sauvegarder les documents, mais aussi sur la diffusion. Je crois que c'est très important aussi que tous ces objets, toutes ces images, tous ces documents ne restent pas dans les archives,
mais retournent vers la société et sont utilisés par, pas seulement par des chercheurs qui savent comment chercher, mais aussi par le grand public. Je crois que c'est aussi une façon de faire revivre l'histoire et de sauvegarder la mémoire historique. J'avais aussi peut-être une question pour vous, Monsieur Castecker, et c'est comme vous êtes professeur à l'Université de Gand, est-ce que les étudiants belges, gantois d'aujourd'hui portent un intérêt à ces questions-ci de la guerre d'Espagne en général, et plus particulièrement de l'évacuation d'enfants lors du conflit? Voilà, je vous donne la parole pendant 3-4 minutes et ensuite, on passera à la session suivante. Je veux ajouter deux choses. Premièrement, la Belgique, au sujet des néo-réfugiés, la Belgique a signé la Convention de Genève et est un des premiers pays qui a appliqué la Convention de Genève, même en donnant la possibilité à la UNHCR, à l'Organisation des Nations Unies, de faire ici l'éligibilité des demandeurs d'asile. Pendant la période 50 jusqu'à 1988, la Belgique n'a pas eu son propre institution d'asile, c'était une institution des Nations Unies qui a décidé ici. Et comme Maïté le mentionne, les Espagnols sont un des groupes le plus important pendant les années 50 qui ont demandé l'asile, entre autres aussi des niños qui sont rentrés ici parce qu'ils sont rentrés en Espagne, mais ils sont aussi rentrés en Belgique. Au sujet des sources, ce qui est exceptionnel en Belgique est qu'on n'a pas seulement, comme Sven l'indique, les fonds d'archives liés aux piliers. Il y a un archive socialiste, un archive communiste, un archive catholique, mais il y a aussi les archives d'État. Et l'État en Belgique a surveillé de très près tous les immigrés. Et pour les niños, tous les dossiers des individus qui sont arrivés en Belgique sont sauvegardés. Puis chaque niño peut voir son dossier individuel qui se trouve aux archives de l'État, ici à Bruxelles. En général, il y a aussi une photo, il y a des renseignements. La recherche que j'ai faite, c'est basée sur cette documentation. Est-ce qu'il y a un intérêt en Belgique par mes étudiants sur la guerre civile? Ça existe, oui, il y a un intérêt. Mais quand même, maintenant, c'est surtout l'histoire coloniale avec Black Lives Matter. Ça, c'est quelque chose qui est très au centre. L'immigration, l'histoire politique, il y a un intérêt. Mais maintenant, c'est l'histoire coloniale surtout qui est au point, l'intérêt le plus évolué maintenant parmi les étudiants. Je pense que je peux conclure avec ça. Je vous donne la parole encore. D'accord. Je profite pour prendre la parole à nouveau et conclure ici cette séance en français. Je tiens à remercier très, très chaleureusement nos intervenants, Mesdames Berger et Molina Marmol, ainsi que Messieurs Castecker et Teutens. Merci beaucoup.